C'est dans le costume de leader de Serie A que l'Atalanta Bergame reçoit ce mardi en Ligue des Champions le Real de Madrid. Très fragile leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va tenter lui de survivre sur la pelouse de Strasbourg. On aura un intéressant Dortmund-Barça au Signal Iduna Park. On évoque la 6e journée de la nouvelle formule de Ligue européenne des champions de football dans la deuxième partie de cette émission. La première est consacrée au majeur Chelsea, seul nouveau dauphin de Liverpool en première ligue. Le Real prend 2 points au Barça dans le duel à distance ce week-end en Liga espagnole. La Serie A a un nouveau patron, on l'a dit. Statico en Bundesliga. Paris perd lui des points au profit du duo Marseille-Monaco en Ligue 1. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du foot européen sur Sport FM. PFE numéro 903. Mise en onde Théo Javon, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latif Yoruma. Les spécialistes sont bien au rendez-vous dans le studio. Messan Niamé, Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle semaine. Nouvelle semaine, on rend grâce et puis voilà, on est en forme et puis c'est bon. Tout va bien. Ça peut aller. Roméo Mileko, sélectionné, hein, voilà. Voilà. J'ai manqué les 2 dernières sélections parce que j'étais un peu blessé. Les autres pensaient qu'ils pouvaient prendre ma place, mais non. Vous êtes de retour. Ah bah oui, de J'espère retour. que vous n'êtes pas hélas Bebou, hein. Non, heureusement. La blessure a été trop Non, mais quand longue, tu es capitaine, tu es toujours appelé à porter les autres, à être derrière eux. Mon absence, oui, d'accord, mais aujourd'hui, je suis là sur le terrain et j'espère que je vais encore apporter. Vicente Noussoulé est au rendez-vous. Bonjour. Oui, le capitaine général est au rendez-vous. Ah d'accord, il est capitaine de match. Capitaine occasionnel. Voilà, vous êtes le capitaine général. Ah voilà, je vois. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, ravi de faire partie de ce beau plateau avec toujours cette ambiance de folie. Également en studio, nous avons bien sûr Delanov. Dela, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à ce beau plateau qui est encore bien garni ce matin. Bonjour également à toutes les auditrices, les auditeurs ne sont pas oubliés. C'est moi qui l'ai garni alors. En série A, ça ne cesse de bouger. Hein. Ouais, ça ne cesse de ça bouger, va, ça vient, ça vient. C'est dans la peau du leader que l'Atalanta Bergame amené toujours par le Nigérian. Oui. Demola Lookman. Que l'Atalanta va recevoir le Real. Les Nigérians sont en feu, hein. On aura le temps d'en parler. Bonjour à Simon, le garde de Nantes là. Oui, c'est Simons. Voilà, buteur, justement. Il sort Nantes d'affaires. Et puis, Nayo Elom, bonjour. Salut Latif, salut au plateau, salut aux différents capitaines. Voilà. Bon, je rappelle que le mécano a marqué, hein, il faut préciser. Hein. Voilà. Mécano, il a marqué. Hein. Il a marqué. C'est un événement. C'est un événement de voir Oupa Mécano marquer. D'abord bien défendre et aller marquer. C'est important. Événement, il a montré la voie justement. De là la vie quand même. Il n'est plus ce tagbédé comme on le dit. Hein. Il a marqué d'ailleurs. Voilà, on va maintenant faire place justement aux analyses avec justement le premier point de chute. Première Ligue Express News. Le 245e derby de la Mercé n'a pas eu lieu, mais il y a eu d'autres matchs. Oui, justement, ça n'a pas eu lieu pour cause d'intempéries, tout ça. Et donc, le match a été reporté. Mais il y a eu plein de matchs ce week-end, surtout à Londres, où on a eu ce derby entre Chelsea, à rebondissement Chelsea et Tottenham. Tottenham qui recevait au Hotspur Stadium, Chelsea mais qui a très bien commencé, qui a été l'alpha et l'oméga dans ces rencontres, on peut le dire. Ils ont marqué un premier, ils ont marqué également le dernier but, mais sauf qu'ils n'ont pas emporté la rencontre. Ils se sont inclinés 3 contre 4 face à Chelsea, une équipe 7 buts dans un seul match. Justement, c'était prolifique, c'était une orgie de buts et voilà, une équipe de Chelsea très très bien en forme, très très solide, avec plein d'intensité. Ça marque beaucoup, hein, ça avec marque les beaucoup Blues. devant avec Palmer qui a marqué un doublé sur
penalty. Ça fait 12 penalty. Il établit un record. Et donc, voilà, 100% de penalty marqués en première ligue. Donc, ça a été une rencontre vraiment intéressante. Sauf que, bon, Tottenham, on le sait toujours, c'est toujours l'irrégularité, l'inconstance, pas de structure dans l'équipe et tout ça. Donc, à l'arrivée, encore, ils se sont inclinés. Toujours à Londres, Arsenal et Fulham se sont séparés nuls sur une rencontre d'un but partout. Et donc, à l'arrivée, c'est Arsenal, en tout cas, qui peut avoir des regrets sortis de cette rencontre, qui a encore laissé des points, sachant très bien que Liverpool n'avait pas joué, pouvait se rapprocher un peu plus. Ils ont lâché 2 points face à Fulham. Crystal Palace, qui recevait City, également a tenu en échec City, 2 buts partout. Manchester United s'est incliné devant Nottingham Forest, 2 buts contre 3 à Old Trafford Stadium. Leicester a fait un nul de 2 partout face à Brighton. Aston Villa a également épinglé Southampton, 1 but contre 0. Brentford avec des buts de Mbemo et de Yohan Wissa l'a emporté en tout cas largement 4-2 face à Newcastle United. Ipswich Town s'est incliné 1 but contre 2 devant Bournemouth. Aujourd'hui à 20h on aura la rencontre West Ham face à Wolverhampton. À l'arrivée, Liverpool reste toujours leader malgré le fait qu'ils n'ont pas joué. Il reste toujours leader avec 4 points de plus que Chelsea qui est désormais 2e. Suivi par Arsenal, 3e, 29 points. City, toujours 4e avec 27 points. Nottingham Forest est 5e avec 25 points. On retrouve Tottenham à la 11e position avec 20 points. 19 points pour Manchester United, 13e. 18e et 19e. Ipswich Town et Wolves avec tous deux 9 points chacun. Et la lanterne rouge, c'est bien sûr Southampton avec 5 petits points après 15 journées. 15 journées de Première Ligue et ça se bouscule de partout. Lorsqu'on prend Liverpool, certes, oui, un match de moins, mais là, derrière, il y a Chelsea qui ne s'arrête plus. Franck Nounyama. Il faut féliciter Enzo Maresca qui, depuis un moment, est en train de faire un bon parcours et il a permis à Chelsea visiblement de se réveiller par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Donc avec beaucoup de joueurs dont Palmer qui aujourd'hui porte véritablement l'attaque de cette équipe-là. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il a marqué 12 pénaltys. Sur 12 Personne à cet âge n'a réussi ça dans la Première Ligue. Il efface le record de Yaya Touré. Donc c'est un joueur qui devient capital pour Enzo Maresca aujourd'hui. J'ai du regret pour Tottenham qui se saborde 2 buts en l'espace de 15 minutes. Et puis derrière 4-3. Lorsqu'on regardait un peu Daniel, qu'on leur a donné gratuitement. Lorsqu'on regardait un peu Daniel Levy, le patron des Spurs, et puis l'entraîneur, mais c'est le visage des mauvais jours. Donc c'est une très très bonne opération pour Chelsea qui prend tout de suite la 2e place seule. Devant Arsenal qui s'est contenté de nul. Donc Chelsea va bien. Chelsea va bien. Par contre, Manchester United, Romeo, qui également se saborde à Old Trafford. Ça fait deux défaites déjà pour, je ne vais pas dire pour moi, mais pour Amorim. C'est pas pour vous. Non, mais Manchester United, moi... Déjà, oui, le résultat ne reflète pas l'image du match parce qu'on a vu une équipe qui était très en bonne santé quand même. On a vu beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement de la part des joueurs. Peut-être, oui, Garnacho un peu en dedans, mais les autres, vous pensez que collectivement aujourd'hui, Manchester United se comporte bien. Je pense quand même que Ruben Amorim a apporté quelque chose dans cette équipe seulement. Ça reste à gagner. On a vu un Bruno Fernandes totalement un peu agacé, qui ne fait que parler. Dans les bons et mauvais coups. Voilà, dans les bons. Il a alterné le bon et puis le moins bon. Je pense quand même qu'on va donner un peu de temps à ce monsieur. Même si on sait qu'à Manchester, on n'a pas besoin de te donner du temps. Voilà, on a besoin du résultat tout de suite. On va quand même lui laisser un peu le temps. On a vu Chelsea qui est arrivé à ce meilleur niveau après quelques années de bousculade. Là maintenant, ça va peut-être être la même chose pour Manchester United. Surtout qu'on envisage aujourd'hui aller faire des recrutements, injecter de nouveaux joueurs. Mais ça fait 3 buts gags, encaissés par Ismaël les Red Devils. Oui, le deuxième but encaissé par Onana, franchement. Voilà, une défense apathique, un gardien de but qui apparemment rêve durant tout le match. Ça fait depuis 30 ans, Nottingham Forest n'a plus gagné à Old Trafford. Malheureusement, ce n'était pas le théâtre des rêves. Le théâtre des cauchemars. Je pense que Manchester United souffre toujours
des mots. Hein. Les mots ne sont pas encore guéris. C'est vrai que quand Amorim est arrivé, on a senti quand même l'effet d'une nouvelle ère. Ça marquait seulement à la première minute. La dernière fois, ils ont encaissé la première minute. Mais on sent toujours que Manchester n'est toujours pas guéri. Peut-être il va falloir encore beaucoup plus de temps à Ruben pour justement implanter ce qu'il veut réellement. Sinon, pour le moment, je pense que les joueurs sont toujours dans le passé. Maintenant, à lui d'être ce manager-là, mais en même temps ce psychologue pour les joueurs, individuellement pris bien sûr et collectivement, il y a un travail qui l'attend. Leicester, oui, ça ne s'enchaîne pas pour Nistelrooy. Hein. Oui. Ça fait 2 partout. Oui, mais en même temps, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu, il n'a pas perdu comme Amorim, par exemple. Mais il faut féliciter Ruud van Nistelrooy. Quand il est arrivé, personne ne s'attendait d'abord à ce qu'il fasse ce travail qu'il a fait à la tête de Manchester United pour ses 4 rencontres. Il n'a pas perdu. Il a été intronisé du côté des Foxes. Et il n'a toujours pas perdu en première ligue. Oui, il n'a toujours pas perdu en première ligue avec ces 2 rencontres avec la Leicester. Mais sur cette rencontre-là, au moins, ils ont su tout faire. Ils sont revenus, hein, 86e, 90e, ils étaient menés 2-0. Ils étaient menés 2-0, voire toujours Jamie Vardy dans cette rencontre-là qui a été buteur et passeur sur le second but. C'est toujours bien pour tous ces clubs-là qui se bataillent pour le maintien. On sait que Leicester n'ira pas jouer le Big Four. C'est vrai que le championnat est encore long, la première ligue, la saison est encore longue pour tous ces clubs-là. Tu parles d'un ancien champion. Hein. Depuis 2016, on sait ce qui est arrivé du côté de Leicester, mais pour les débuts de Ruud van Nistelrooy à la tête de cette équipe, c'est à féliciter. L'équipe aussi qui n'est pas guérie, c'est bien sûr la City. City, qui fait jeu égal 2 partout, même si on a revu Haaland, s'exprimer devant les buts. Oui, mais s'exprimer devant les buts. Mais City, comme vous l'avez dit, City n'est toujours pas guéri. Quand vous avez toujours une défense qui est une catastrophe, j'ai envie de dire un tremblement de terre, c'est-à-dire ça ne peut jamais aller. Vous avez une tsunami. C'est pas possible qu'une équipe, on soit City, on peut être aussi, je sais pas, insouciant, manque de concentration, tout ça dans la défense. Aujourd'hui, ça relève un peu, en tout cas, on le savait déjà, l'importance de Rodri, c'est-à-dire sa présence devant cette défense cachait beaucoup de choses entre-temps. Mais vous pensez que la solution, c'est Rodri? Non, mais si lui seul revient comme ça ne va quand même pas changer. À un moment donné, les défenseurs aussi ont leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas aussi un milieu défensif digne de ce nom pour faire le job aussi devant, vous n'avez pas Rodri, vous n'avez pas Kovacic. Gundogan, on voit clairement qu'il n'est pas bien dans ce rôle, il n'arrive pas à le prendre. Et donc, c'est problématique. Bon, devant aussi, entre-temps, ça souffrait, ça ratait beaucoup d'occasions, même s'ils ont marqué 2 buts, ils pouvaient encore faire mieux dans cette rencontre. Mais voilà, à l'arrivée, City est toujours dans son calvaire qu'ils sont en train de traverser depuis un certain moment. Ça se recolle tout simplement au niveau des buteurs avec Haaland. Oui, Haaland qui a marqué, qui a profité de l'absence de Salah, même si Salah va se rattraper après. Il a rattrapé, ils sont tous deux à 13 buts. 13 désormais. Et premier, Seko. Cole Palmer est troisième avec 11 buts. Chris Wood qui a marqué l'autre fois, c'était le jour de son anniversaire et il a encore marqué un but. Il est à 10 buts, il est 4e. Bon, les Africains, Mbeumo est 5e avec 9 buts. 8 buts pour Yohan Wissa et... Pourquoi les Africains et Nicolas Jackson. Le truc, c'est qu'ils sont 5e, 6e et 7e. Donc bon, il fallait quand même faire honneur à nos amis. Voilà, c'est important. Voilà, on aura fait le tour. Faire un peu du français, non? Voilà. Bien. Ouais, des français, ouais. On voit comment ils le font. Même là, si il est 16e, il faut le souligner. Il a marqué. Il a marqué, oui. Tout simplement. Aquí está la Liga Española. La Liga Española était à sa 16e journée avec également là des fortunes diverses. Roméo, il y avait un duel à distance entre justement le Real de Madrid et le Football Club Barcelone. Bien sûr, les deux
heureusement, avait joué samedi. Le Barça un peu plus tôt et le Real Madrid un peu plus tôt. Oui, mais parce que si c'est que le Barça, c'était un peu sur les 2 jours décalés, il y a beaucoup de pression qui arrive derrière. Là, maintenant, vous vous replongez dans votre match, vous ne vous souciez pas du résultat de l'autre adversaire. Donc, du coup, bon, voilà, je pense que le Real n'a pas trop regardé le match du Barça. Le samedi là, donc déjà en avancée, c'est Leganés qui recevait la Real Sociedad et c'est les Basques qui sont allés dicter la loi de l'autre côté des jaunes et bleus. 3-0 pour la Real Sociedad et puis également l'Athletic Bilbao qui a corrigé Villarreal 2-0. Osasuna n'a pas pu gagner à domicile face à Alaves, ils ont fait 2 nuls et puis ce match hier qui était le match le plus fou. Il n'y a pas que Tottenham Sport où il y avait du Atlético Madrid de la FC Séville. Oui, la seule étoile qui a brillé dans les airs, dans le ciel madrilène hier s'appelle Antoine Griezmann. Griezmann qui a encore porté les Colchoneros face au FC Séville. On se rappelle que Séville menait 3-1 avant que le Griezmann ne sonne le réveil du côté des Colchoneros. Victoire à l'arrivée 4-3 pour le FC Séville. Franchement, c'était un match très plutôt pour l'Atlético de Madrid. Voilà. El Cholo, pardon. El Cholo, pardon. Donc ça fait 4-3 pour l'Atlético de Madrid. À l'arrivée, le FC Barcelone, malgré son nul de partout face au Betis Séville, reste toujours leader de la Liga avec 38 points, suivi du Real Madrid qui a gagné. Très tranquillement avec tranquillement avec Kylian Mbappé qui a marqué. Mais il semble que le but n'était pas important, hein. C'est un 3e but. Non, c'était important. C'était quand même c'était important pour la confiance. C'était important pour quand même pour la confiance du joueur. Oui, bien sûr, du joueur pour donner également raison au coach qui le titularise chaque jour, pour quand même permettre aussi aux supporters de toujours croire en lui, de toujours lui accorder beaucoup de confiance. Donc je pense quand même que ce but là, oui, devait le libérer et il fallait voir quel but aussi du côté où il trompe le gardien. Il faut saluer quand même la passe de Modric. Oui, parce que tous ces hommes-là sont des artificiers. Vous parlez de Luka Modric, cette passe-là n'a pas été difficile pour lui. Il savait très bien qu'il allait mettre le ballon là dans ce trou, dans le bon tempo, avec la bonne intensité. Et c'est parti. Donc, c'est un peu ça et... Souffrez que ce soit Kylian qui est marqué. Alors très rapidement pour les résultats, c'est FC Barcelone qui tient toujours la tête de la Ligue avec 38 points. Je le disais, le Real vient en 2e position avec 36 points. 2 buts seulement en attendant le match en retard face à Valence qui va se jouer. Bien sûr, le 2 janvier 2025. L'Atlético recolle, est toujours en embuscade derrière le Real Madrid à 1 point 35, 3e. Et puis l'Athletic Bilbao cette fois est 4e avec 32 points. Le Villarreal ferme le top 5 avec seulement 26 points. Voilà. Au bas du tableau, ça se bouscule de l'autre côté aussi avec, attention, Retafe qui est 17e, 13 points, ça ne marque pas beaucoup, ça ne gagne pas aussi. L'Espagnol Barcelone est premier relégable avec 13 points, Valence c'est important, 10e. Il se joue ce lundi, hein. C'est 2. Oui, Retafe Espagnol se joue ce lundi. Ça va être un duel de bas de tableau. Et puis voilà, ça va être très, très, très corsé. Attention à celui-là qui va perdre et bonne chance à celui-là qui va gagner. Attention, justement. Et là, Lewandowski qui marque et puis voilà, qui accentue. Bien sûr, qui est toujours en tête. Pour le Polonais, ce n'est pas surprenant. On le voit un peu en demi-teinte, bousculé par son coéquipier Rafinha cette saison. Mais c'est toujours lui qui tient la tête des buteurs et ça va bien, ça marche pour le Polonais. Avant, bien sûr, son interview dans l'émission Click, c'est bien cela? C'est bien voilà, Mbappé a marqué, Franck Nouniamon. C'était bon pour l'interview. C'est l'interview qui a déclenché peut-être. Globalement, c'est un joueur, vous le savez, qui a besoin de confiance, qui a besoin de se rassurer parce qu'on l'attendait au Real Madrid, mais les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Donc, dans chaque match, il a besoin de marquer, il a besoin de faire, on va dire, une très bonne partie pour se relancer ou bien se remettre en confiance parce qu'il y a l'équipe de France, des problèmes avec son entourage, cette sortie en Suède qu'il a expliqué. Donc, oui, il dit qu'il n'a jamais été convoqué par la justice. Voilà, donc c'est un joueur qui est resté égal à lui-même. J'ai vu un Mbappé très solide dans cette interview.
très sûr de lui par rapport à ce qu'il dit, par rapport à l'équipe de France. On savait qu'il y avait des choses... C'était sur son lit ou c'était dans son canapé? Oui, parce que là, c'était pas sur son lit, c'était sur, on va dire, là où ils ont fait l'interview. Ça ressemblait à un lit ou un divan, c'est pas trop. Un divan, c'est mieux. Quelqu'un qui est sûr, il avait besoin de six canaliseurs. Donc voilà, que ce soit le premier but, le deuxième ou le troisième qu'il a marqué dans ce match, c'est un but important pour lui. Il doit se rassurer, il doit rassurer les fans du Real Madrid, donc, et puis rassurer tout le monde par rapport à l'équipe de France. Il a dit des choses, je pense que Deschamps est interpellé, c'est à lui de venir clarifier la situation. Il a toujours eu des problèmes avec ses joueurs. Et il dit autre chose. Après, on sait. Le joueur aussi vient dire autre chose. Voilà. Ça peut le libérer. Oui, mais Deschamps est interpellé. Mais est-ce que Mbappé avait besoin d'une interview avant de se libérer? Peut-être qu'il voulait se libérer. Je ne sais pas, mais dans cette interview, il a dit beaucoup de choses et en même temps, pas grand-chose. Par exemple, quand il a dit grand-chose. Non, mais quand il a dit des choses importantes. Alors, dis-nous tout. On parle d'une interview que d'abord, c'est un journaliste qui l'a fait. Le journaliste n'est pas un journaliste foot. Déjà sur l'interview, toute sa méforme, tout ce qu'il travaille aujourd'hui sportivement, ça n'a pas vraiment été abordé. On parle d'une interview que lui-même il a organisée. C'est une interview de 2 heures qu'on a réduit à 50 minutes qu'on a diffusée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été enlevées là-dedans. Quand on prend l'épisode de l'équipe de France qui a débuté depuis septembre jusqu'en décembre, bon, mais il a balayé tout ça, je ne sais pas, en 30 secondes. Il a dit qu'en septembre, il ne voulait pas venir, il voulait s'adapter. En octobre, il voulait se guérir. Et en décembre, le coach ne l'a pas appelé. Donc, ça, déjà, on le savait. Mais pourquoi tu as dit, par exemple, que tu voulais te guérir alors qu'on te retrouve en Suède? Pourquoi on a sorti un calendrier? C'est-à-dire, sur l'interview, il n'y a jamais eu de relance, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si c'est ce que lui a écrit, posez-moi cette question. Et puis je vais répondre aussi comme ça. On ne va pas le relancer, mais si vous suivez l'interview, il y a eu beaucoup de moments où on pouvait le relancer, mais ça n'a pas été fait. Donc, c'est une interview juste préparée, bon, pour, je sais pas, pour... Tu demandes l'accréditation. Il a dit des trucs qu'on savait déjà. Ce que Nayo dit, c'est pertinent aussi. On voulait avoir le fond des choses, mais sur cet épisode de l'équipe de France, par exemple, moi, je suis pas sûr qu'on a eu le fond qu'on voulait sur ça. Oui, Vicente. Le souci, c'est que on attend tellement que Mbappé parle. Ça dit, c'est... Pas moi, en tout cas. Non, mais l'homme, tu ne vas pas me dire que tu n'attendais pas que Mbappé parle. Moi, j'attendais plutôt Benzema sur l'épisode Qatar. Non, il faut laisser. Non, moi, je pense que... Oui, c'est Mbappé qui est... Mais il fallait surtout cette histoire de il fallait quand même qu'il parle. Qu'elle soit extra-sportive ou sportive que Mbappé a traversée, mais en tant que journaliste, tu dois forcément entendre des mots de Kylian Mbappé. Maintenant, moi je pense que Kylian Mbappé n'a pas fait une interview pour plaire aux gens. Non. Il a dit ce qu'il pensait. Moi je pense que c'est ça, un peu pour le ramener, parce qu'on sait qu'actuellement, pas forcément. C'est un peu le gars qui est le plus aimé par les Mais ce qu'il a dit, pas forcément, mais je pense que Kylian Mbappé avait quand même besoin de parler. Parce qu'il y a eu trop de médias qui parlaient. À sa place. À sa place. Et il a dit que... Et nous, en tant que journalistes, justement, il fallait aussi qu'on l'écoute. Il faut chercher voilà, le petit truc qui va quand même faire motiver les lecteurs, les téléspectateurs et autres. Et je pense que les journalistes sont toujours dans... on va écouter Delanov justement sur... Mais je pense que Kylian Mbappé a raison de penser et d'exprimer ce qu'il pense. Comment vous appréciez la sortie justement du capitaine des Bleus? Non, mais italien mais si vous êtes dans la posture de Kylian Mbappé, vous avez envie de parler. Lui-même, il a dit qu'il a lu beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de choses. Concernant. Oui, le concernant, dans la mesure où on est dans un monde aujourd'hui où on sait ce que c'est la communication. Lui-même, il a été très bon en matière de communication depuis le début de sa carrière. Et sur ce coup, comme l'homme l'a dit, moi je ne vois pas une nouveauté, mais en même temps, il fallait clarifier un certain nombre de choses. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, ça c'est du nouveau alors? Non. Vous dites qu'il fallait qu'il clarifie des choses? Oui, il fallait que lui-même parle
de ce qu'il s'est passé, pas que les gens disent toujours ce qu'ils voient de loin. Et je pense que c'est ce qu'il a dit. Par exemple, il a dit qu'il n'a jamais été convoqué par la justice, par exemple. C'est un élément... C'est une très grande information à prendre en compte. C'est un élément... On le savait depuis. Non, mais beaucoup disaient qu'il a été... Voilà... Il y a une requête. Il y a une requête et autres, et que ce sont ses avocats qui... Il a dit qu'il n'a jamais été convoqué. Les gens ont dit qu'il y a une requête. Est-ce qu'on a vu ces personnes-là publier la requête? On ne l'a pas vu. Ce sont des paroles. Je ne vais pas dire que c'est du n'importe quoi. Ou peut-être ce sont des accusations. Ce sont des accusations peut-être. Maintenant, on n'est pas allé dans le fond de l'affaire pour voir réellement s'il y a eu cette requête-là vis-à-vis de Kylian Mbappé, de son clan ou pas. Il fallait sortir, clarifier les choses et je pense que c'est ce que Kylian a fait. Sur son rapport avec Didier Deschamps, il a sorti une phrase que moi je pense que au sélectionneur de revenir à maintenant dire ce qu'il s'est passé réellement. Non, mais concernant... Donc sa sortie enclenche ou bien devrait enclencher aussi une autre sortie. Justement, parce que Didier Deschamps est interpellé, comme Franck l'a dit. Didier Deschamps est interpellé. Il est coutumier du fait, Didier Deschamps. Il est coutumier du fait. Il a dit demander au sélectionneur la raison pour laquelle il ne m'a pas convoqué. Mais après tout, c'est un capitaine. Et s'il ne devait pas arriver en équipe de France, je crois qu'il y a eu une discussion entre lui et puis son entraîneur. Si aujourd'hui, il dit devant les médias d'aller interpeller, entre griffes, son entraîneur, je crois que quelque part, il y a des non-dits. C'est une petite balle dans le jardin de Deschamps. Oui, de Deschamps, voilà, mais on sait qu'il ne va pas se prononcer. On a eu la même chose avec Benzema sur plusieurs années, mais après, on a découvert le poteau rose. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à rentrer dans le froid avec ses joueurs. Et c'est la situation qu'il y a encore aujourd'hui par rapport à Mbappé, qui dit, oui, qu'il y a des choses qu'il n'a jamais tolérées en club, mais qu'il tolère en équipe de France. Donc parfois, on le voit comme quelqu'un qui lâche cette équipe, qui fait la star, qui veut tout pour lui. Il dit qu'il n'y a rien de plus haut qu'une sélection. Qu'une sélection. Oui, mais il y a des non-dits, forcément. Mais il a besoin de parler pour se soulager. Oui, et l'homme bon. En fait, le foot aujourd'hui, c'est la communication. Tous les joueurs, même je ne sais pas. L'homme a déjà écouté l'interview. Interview déjà enregistré depuis mardi. Les interviews se préparent. On avait eu des choses qui sortaient. Tu sais, il y avait des choses qui ont fuité déjà. Une interview se prépare toujours. Tu étais derrière la caméra. C'est la communication. Même si quand on a revenu aujourd'hui communiqué sur le truc qu'il a fait à son supporter, vous allez dire que oui, quand on a finalement il a raison. Donc c'est la communication, il ne peut pas dire. Et puis il n'est pas fou pour aller quand même têter comme on le dit. Voilà. Après, il faut dire que la dernière sortie de Mbappé datait de quand? C'était quand il allait quitter le... Ça a duré, hein? Ça a duré. Donc, normalement, c'est quelqu'un qui devrait sortir en tant que capitaine de sélection et en tant que star du Real Madrid. Il a même dit qu'on dit qu'il est un bon communicant ou bien communicateur. Et donc, voilà. Et quand on dit cela de lui, à un moment donné, il faut qu'il parle. Au début, on aura fait le cas par rapport Total Bundesliga. Nous sommes en Bundesliga, justement, Franck Nouniama, au sortir de la 13e journée. Apparemment, c'est le statu quo. Le statu quo, ça ne change pas. Le Bayern garde toujours la tête du classement après sa victoire maîtrisée, même s'ils ont souffert un tout petit peu face à Heidenheim. La victoire est là avec ce score de 4-2, avec un bon Jamal Musiala qui est rentré, qui a changé un peu le cours des choses. On parlera de Francfort qui a été coincé par Augsbourg de partout à l'arrivée. Le Bayer Leverkusen a gagné face à, on va dire, à un promu, Saint-Pauli 2-1, mais ça a été une victoire difficile aussi. Holstein Kiel n'a pas tenu devant Leipzig, battu à domicile 2-0.
un but partout entre Mönchengladbach et Dortmund, comme la dernière fois face au Bayern. Hoffenheim n'a pas gagné face à Fribourg, c'est un score nul aussi, un partout. Wolfsburg a battu Mayence 4-3. Bochum a perdu face à Werder 0-1. Stuttgart a dominé. Union Berlin 3-2. À l'arrivée, on a 32 buts sur cette 13e journée. Lorsque vous regardez le classement des buteurs, ça ne change pas. Harry Kane n'a pas joué, mais il est toujours là. Omar 14 points, n'a pas marqué, 14 buts. 14 au but. Omar Marmouf n'a pas marqué, il est resté à 13. Troisième, c'est Jonathan Bourcard de Mayence, 10 réalisations. Jamal Moussiala, 4e, 8 buts. Et puis le top 5 est bouclé par Tim Kleindienz, 8 buts aussi. La meilleure attaque, vous imaginez, c'est le Bayern, 41 buts. Et la meilleure défense également, c'est le Bayern avec 10 buts encaissés en 13 journées. Et le classement donne quoi? Le Bayern est en tête, on l'a dit, avec 33 points. Deuxième, Francfort, 27. Troisième, Bayer Leverkusen, 26 points. Quatrième, Leipzig, 24. Wolfsburg prend la place de Dortmund, 21 points. Cinquième. Au bas du tableau, on a Hoffenheim, 14e, 13 points. 15e, Saint-Pauli, 11 points. 16e, Heidenheim, 10 points. Holstein Kiel est avant-dernier, 5 petits points. Borussia Bochum, qui ne gagne toujours pas. 2 petits points en 13 journées. Après 13 journées, il y aura une grosse affiche, la 14e, Leipzig, qui va recevoir Francfort. C'est un duel du haut du tableau, lors du week-end. Un duel du top 5. Lors du week-end à venir, voilà, quoi qu'on dise, le Bayern qui tient ses distances, ça fait 6 points. 6 points, c'est grand, hein? Oui, ça fait 2 matchs pleins. Bien sûr. Moi, ce qui me ravit aujourd'hui, ce que je vois de mieux dans ce Bayern-là aujourd'hui, c'est un peu aussi la touche qu'apporte sa compagnie. On sent que c'est quelqu'un qui a redonné beaucoup de confiance à Kingsley Coman. Après, il est reparti sur le banc. Il a donné assez de confiance à Gnabry. Là, maintenant, c'est Leroy Sané qui, hier, il a été très impactant dans ce match-là. Ça fait longtemps que j'ai plus vu. Faut pas te faire du Pépa Sané, hein. On connaît Sané. Non, oui, c'est vrai, mais hier, quand même, il a été bon. Ben, il faut le dire. C'est la constance, c'est la constance. On l'a relégué sur le banc. Voilà. Et maintenant, il a appris. Voilà, il revient. Il a changé de coiffure et donc il va bien. Regardez un peu cette passe-là, ce petit ballon-là. Non, mais franchement, c'est magnifique et c'est vraiment plaisant de voir ce joueur-là à ce niveau, vivement qu'il continue comme les autres le souhaitent. C'est important de le souligner au niveau donc, de la Bundesliga. La prochaine destination, bien sûr, c'est l'Italie. Benvenuto Calcio Italia. Le Naples a été, déjà, à domicile. La Lazio, décidément. Hein? Décidément, la Lazio, en une semaine, a battu le Napoli par 2 fois. Recto verso. Aller-retour. Pile ou face. Donc, c'était hier au Diego Armando Maradona Stadium, et à l'arrivée, la Lazio qui se déplaçait sur la pelouse du Napoli s'est imposé 1 but à 0. Le Napoli dans cette rencontre, oui, ils ont possédé le ballon, c'est vrai, en première mi-temps, ils pouvaient quand même ouvrir le score, malheureusement. Cela ne s'est pas produit et à l'arrivée, c'est un but qui a cloué les becs à Antonio Conte. C'est bizarre aussi qu'on voit une équipe d'Antonio Conte jouer la possession. Oui, c'est quand même la révolution au niveau des façons de jouer. Quand il était, par exemple, du côté de Chelsea, on sait que généralement, il a toujours préparé sa défense à souffrir, mais en même temps, parfois, on a un beau football de la part d'Antonio Conte, surtout que quand vous avez des manières de ballon. C'était pas le beau football. Non, mais Tottenham aussi, voilà quoi, c'est Tottenham. Même en sélection. Même en sélection. Non, mais en sélection, il y a... Ça dépend des joueurs que vous avez aussi. Hein. Reconnaissant quand même qu'il a abandonné un peu son 3-5-2 au profit d'un 4-3-3. Donc ça joue plus. Ça s'oriente plus vers l'avant. En sélection, par exemple, il y a un héritage.
c'est le Catenaccio, on connaît très bien l'Italie. Tout le monde doit jouer comme cela. Tout le monde doit jouer comme cela. Donc avec Antonio Conte, surtout avec le Napoli, il y a un léger mieux, surtout dans la production de jeu. On l'a vu depuis le début de cette saison, mais malheureusement hier ça n'a pas marché. Généralement ils gagnent 1-0, mais hier c'est eux qui a perdu 1-0. On va parler de cette victoire là très importante de l'Inter Milan. 3-1, c'était à l'ouverture face à Parme. 0 but partout entre Genoa et puis Torino. La Juventus de Turin, oui, on le disait la dernière fois, ça ne va toujours pas. C'est une équipe qui ne marque pas assez, qui ne gagne pas. C'est le 9e match nul de la saison déjà pour la Juventus de Turin en 15 journées. C'est l'entraîneur qui reçoit les cartons rouges à la place des joueurs. Oui, voilà. Donc ça fait 9 matchs nuls et puis 6 victoires. Pas encore de défaite pour la Juventus de Turin cette saison en Série A italienne. 2 buts partout. C'est le score qui a sanctionné la Juventus de Turin face à Bologne. À noter qu'ils étaient menés 2-0 avant de revenir dans cette rencontre. Ouf de soulagement pour l'AS Rome avec Claudio Ranieri qui gagne 4-1 face à Lecce. Ça faisait très longtemps que la Louve n'a plus gagné un match. La Fiorentina également a gagné face à Cagliari 1-0. Le Hellas Vérone a été douché à domicile par Empoli. Très impoli. Le club de Romeo Mileco, 1 but contre 4, 2 buts partout entre Venezia et puis Como. Ce duel du bas du tableau. Duel de mal classé entre Venezia et Como. C'est vrai, ça fait un point pour Como, mais ça lui permet quand même de sortir de la zone rouge. Et puis ce lundi, la dernière affiche oppose l'AC Monza à l'Udinese. Alors au classement, vous avez oublié de souligner le match le plus important. Hein? Ouais. Atalanta Bergame, Milan AC. Ouais. L'Atalanta Bergame, non, ce n'est pas forcément que je l'ai oublié, mais l'Atalanta Bergame a pris le pouvoir parce que déjà le samedi, l'Atalanta Bergame a battu le Milan AC 2-1, justement. Notamment avec une réalisation d'Ademola Lookman à la 84e minute. Il fallait le faire. Et l'Atalanta Bergame, c'est lui qui prend le pouvoir du côté de l'Italie avec 34 points, suivi du Napoli malgré sa défaite, deuxième avec 32 unités. L'Inter Milan est 3e, suivi de la Fiorentina, de la Lazio. Ça fait 31. Ça fait embouteillage. La Juventus de Turin est 6e, le Milan ce n'est que 7e. Alors au bas du classement, vous avez le Hellas Vérone 18e, 19e l'AC Monza en attendant de jouer ce soir. Et puis, 20e, Venezia qui ne met pas un pied devant l'autre. Mais il faut dire, Venezia a 9 points par rapport à Rome qui il y a seulement 2, c'est ça, 2 points. 2 petits points. 13 journées. Alors, au tableau, buteur, oui. Vous avez Matteo Retegui, il n'a pas marqué. Ça ne bouge pas aussi là-bas. 12 réalisations, suivi de Marcus Thuram, 10 et puis buts. Moïskine avec 9 buts. Ademola Lookman avec cette réalisation porte son compteur à 8 réalisations. Voilà à ce qu'on retiendra justement de cette série. C'est vraiment serré également là-bas. Oui. Vous savez ce qui me fait tellement plaisir? Non. Je sens que cette année Dela aura beaucoup de travail. L'année passée ça a été un peu plus facile parce que c'est l'Inter. Mais là, on va pas se bousculer. Et puis n'oubliez pas que la FIO a un match à moins. L'Inter également. L'Inter également. Ça va se jouer entre les attention donc au Napoli. Attention au Napoli, mais en même temps, le Napoli peut profiter peut-être du fait qu'il ne joue pas à une coupe européenne, parce que vous avez l'Inter qui est en Europe, vous avez l'Atalanta qui a le Real en semaine. L'Atalanta, tout ce beau monde-là joue toujours en Europe. Maintenant, est-ce qu'il va falloir choisir une compétition au détriment de l'autre? On attend de voir, mais l'Atalanta, il faut quand même saluer le travail que fait Gianpiero Gasperini, qui est à la tête de cette formation pratiquement, ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, on a le résultat. C'est vrai que déjà en 2020, cette équipe a disputé une demi-finale de Ligue européenne des champions. Pourquoi pas ne pas battre le Real demain? Pourquoi pas, on verra. On va en parler dans un instant. Le temps de filer justement dans l'Hexagone. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Info Ligue 1, ce match incertain entre Saint-Etienne et Marseille finalement qui a été joué et qui a vu la victoire justement de Marseille 2-0
Rabiot a enfin marqué l'homme Nayo. Oui, on l'attendait en patron dans cet effectif marseillais. Hier, bon, il était là à l'affût, il a marqué un beau but, contrôle enchaînement et voilà, les filets qui souvent, ont tremblé. Il marque comme ça dans il marque comme ça, oui. Quand vous voyez ces buts, c'est souvent de l'énergie, de la force. Voilà, c'est Rabiot. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour Marseille. Souvent, l'extérieur l'extérieur plutôt sympa que le domicile quand il s'agit de Marseille. Marseille est le meilleur club européen à l'extérieur. Voilà, ça c'est clair, mais à domicile ça ne marche pas et à l'extérieur, bon, en face Saint-Etienne aussi c'était tellement faible que bon, mais bon, on ne va pas rendre la victoire de Marseille un peu péjoratif, non, ils l'ont mérité, ils ont gagné et Greenwood aussi, même si dans la rencontre qui ça enchaîne n'a pas aussi été, des buts. Même si le nouveau système l'a un peu dérangé et tout ça, il a quand même marqué ce but qui a permis à Marseille de prendre le large devant Saint-Etienne et de se rapprocher plus de Monaco qui est deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, oui, Vicente, le Paris Saint-Germain. Marseille est officiellement deuxième. Marseille est deuxième devant Monaco. Parce que voilà, ça fait plus 14 pour Marseille et puis plus 12 pour Monaco. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Paris Saint-Germain, Vicente? Je pense que tout va bien. Ils ont fait encore 0-0 face à la JOCR. Pour moi, tout va bien. Mais là, ils ne gagnent plus face à des équipes modestes. C'était Nantes le week-end dernier, mais là, c'est OCR. C'est normal. Quand on voit un peu le PSG depuis le début de la saison, ça n'étonne vraiment plus. C'est vrai que ça peut étonner parce que c'est le Paris Saint-Germain, c'est le grand club français. Mais l'un des grands clubs français, pardon. Bon, oui, c'est important cette précision. Le plus grand actuellement, puisqu'on vous dira ailleurs que voilà le grand se connaît. Hein. Voilà. Mais suivez-moi, regarde. Pour le moment, c'est le Paris Saint-Germain qui est le plus grand parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a quand même eu à confirmer son statut sur les dernières années, mais on sent que cette année vraiment c'est les records, les pires records que le coach espagnol Lucien Riquet a engrangé tout simplement. Et ça en va de la responsabilité des premiers responsables de ce club. Je pense même qu'il y a une rumeur qui dit que le club est à vendre. L'émir est prêt à céder le club, à liquider le club, on va dire. Mais je pense que c'est quand même le Paris Saint-Germain au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Rois, comme on le dit. Oui, Franck, voilà, mais on va dire cette année, est-ce que c'est l'année de Marseille? Parce que Marseille, on peut pas le parce dire, que ça ne va pas au Paris. Est-ce que Marseille a les moyens de revenir? C'est vrai. En gagnant hier, ils sont désormais à 5. Ils ont réduit à 5, oui. Il y a également Monaco qui avance. On ne sait jamais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain est en doute. C'est un club qui est en doute depuis un moment. Pas de buteur, pas de neuf fixe par rapport au jeu. Parce que Enrique ne l'a pas voulu. Hein. Voilà. Donc, il veut 4 joueurs qui vont marquer 10 buts chacun et rentabiliser Mbappé. Il n'est pas en confiance. Donc le Paris Saint-Germain souffre. Mais face à Auxerre, c'est quand même pas étonnant. Auxerre a battu quand même Marseille. Oui. Donc c'est une équipe bien organisée défensivement. Marseille, c'est le deuxième meilleur club à domicile en Ligue 1. Voilà, donc le Paris Saint-Germain est en doute et il le paye cash. C'est important de le souligner. Il faut également noter la victoire de Nantes 1-0 grâce à Moses Simon. Ça fait longtemps, depuis 10 matchs que voilà, une éternité, voilà. Comboiré n'a plus goûté à. C'est une éternité. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez un Antoine Comboiré qui déclare après qui ne s'attendait pas à gagner cette rencontre-là au moins à 3 buts d'écart. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut souligner quand même le carton rouge écopé par le club traverse quand même de très mauvais moments. Depuis 10 matchs, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas gagné, mais Rennes également, il faut le rappeler, ce n'est pas la sérénité, même Sampaoli est arrivé, mais ça ne gagne pas. C'est juste 3 matchs. 3 matchs, je pense qu'il y a juste une victoire. Justement. Il va prendre peut-être du temps avant d'asseoir ce qu'il veut de la part de ses joueurs, mais en même temps, on parle d'une équipe rennaise qui a été très régulière sur ces dernières années. Quand on parle de la Ligue 1, malheureusement, il est devant le fait accompli, il doit serrer les coudes
comme pour ne pas utiliser les termes de quelqu'un, serrer l'anus pour faire ce travail-là. Mais félicitations à Nantes avec Moses Simon qui a marqué ce somptueux but-là. Ah, oui. Il faut avoir de l'inspiration pour le faire. Les Nigérians sont en feu tout simplement. Iwobi a marqué en milieu de semaine également avec Feu Lance qui domine Montpellier 2-0. Angers court Bléchine 0-3 face à Lyon. Lyon également qui est bien dedans. Ça fait plusieurs matchs. Hein. Oui, 5 enchaînés, 5 victoires, ça fait 15 points pris. Ben, c'est bien pour les hommes de Pierre Sage. Et sur ce match-là, ils n'ont pas commis d'erreur. Ils étaient bien dans le match, ils ont dominé, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils se sont assagis. Voilà, donc oui, ils se sont assagis. C'est important pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont un sage à la tête. En attendant ce choc entre Lyon et... Non, d'abord le PSG et Lyon. Oui. Voilà, le week-end à venir, hein, il y aura PSG, Lyon. Bon, oui, faut quand il même y aura OM, Lille aussi. Justement, il faut quand même souligner aussi que celui qui est un peu en dedans, qui a bien commencé actuellement, mais qui est un peu en dedans, c'est Alessandro Lacazette. Et tout de suite, Miko Tazé a pris la relève, a pris la main. C'est lui qui, au début, était un peu en dedans. Mais là, il a pris les choses en main. Ça va très bien pour cette équipe de Lyon, surtout aussi avec Matich en milieu de terrain qui apporte beaucoup d'expérience, beaucoup de calme, il temporise. Vraiment, je pense que ça fait du bien à cette équipe de Lyon. Maintenant, après, O'Brien, un défenseur aussi qui sait tout faire, beau tacle, très propre défensivement. Je pense quand même que oui, Pierre Sage a réussi quand même à apporter. À trouver justement l'alchimie ou la formule. Non, mais, oui, mais Corentin actuellement, on sent que déjà qu'il n'est pas titulaire, à chaque fois titulaire, ça montre un tout petit peu que Pierre Sage ne trouve pas encore ce qu'il veut de lui. Corentin Tolisso, c'est l'homme fort de ce milieu actuellement. Oui, quand il rentre, il fait des différences, certes. Oui, c'est lui qui apporte de l'énergie, tout ça. Quand on sait qu'il y a 2 ans derrière, il était blessé, on l'annonçait quasiment fini et que revenir comme ça, reprendre les choses en main en milieu de terrain, c'est intéressant. Matic, après, c'est un bon match pour lui parce qu'il n'y avait pas en face, il n'y avait pas de l'intensité, tout ça. Donc on sait que son âge désormais, quand c'est un peu chaud, c'est un peu difficile. Après 1 heure, il sort. Mais bon, l'autre fois, c'était un match facile pour lui. Et donc, il s'est baladé à l'arrivée. Ils se sont régalés. Voilà, on va noter aussi la victoire de Monaco face à Toulouse 2-0. L'Ivoirien Wilfried Sengo a marqué, tout comme Brel Mbolo. Le Suisse, Auxerre, on l'a dit, 0-0 face au Paris Saint-Germain. 3-1 pour Lille aux dépens de Brest. Sinon le Camerounais. C'est le Camerounais, oui, le Suisse. En tout cas, on va dire que c'est toujours Paris qui est devant, suivi de Marseille et Monaco. Au tableau des meilleurs buteurs, Jonathan David est désormais en tête avec 11 points. Mason Greenwood 10 et puis Barcola bloqué à 10 unités. Il n'a plus marqué depuis le 9 novembre dernier. On aura fait le tour des majeurs. On va faire place maintenant à la Ligue européenne des champions. Ça revient ce mardi, la 6e journée, chers spécialistes, avec des géants en difficulté. Le Real de Madrid qui est 24e au classement. Paris 25e, c'est assez bizarre. Mais au contrario, il y a d'autres qui sont en roue libre. Liverpool, le Barça et autres. Vicente? Oui, c'est la semaine la plus importante du Real en Ligue des Champions. Il ne faut pas aller empirerait les choses et je pense que le Real est conscient. Ancelotti en est conscient, les dirigeants et les joueurs également. C'est vrai que le Real est décimé par des blessures, mais je pense que si le Real a l'obligation d'assumer son statut de champion en titre, mais surtout de club légendaire dans cette compétition-là. Mais malheureusement pour le Real, ce sera quand même l'Atalanta qui est en forme. Par ironie du sort, occupe la première place de la Serie A bien avant de rencontrer le Real, mais avec des joueurs très intéressants également. On parlait de Lookman Ademola en feu. En ces derniers temps, c'est vrai que le Real a déjà joué l'Atalanta en Super Coupe d'Europe. Cette année, le Real a gagné, avec certes, un but de Kylian Mbappé. Mais c'était difficile au départ. Donc je pense que c'est un vrai test pour le Real, surtout dans cette situation compliquée où il occupe le 24e rang.
il va falloir quand même sortir le génie de Mbappé, le génie de Bellingham. Vicente est en train de nous endormir. Oui, mais Vicente de nous endormir en quoi? Non, Roméo, dis-nous. Voilà. Vicente, tu cherches à nous endormir. Il faut nous réveiller. Il y a de l'os et tu veux mettre de la graisse dessus pour combattre. Non, mais l'Atalanta. L'Atalanta Bergame aujourd'hui, c'est un client sérieux de Roméo. Je n'ai jamais dit que l'Atalanta était un client facile. Oui, mais quand tu dis que c'est un vrai test pour le Real Madrid, comme si le Real part déjà favori, comme si le Real est favori. Mais le Real est naturellement favori. Tu ne vas pas me dire que le Real. Parce que le Real est le deuxième de Liga. Le Real sort des situations compliquées. Le visage, Franck, s'il vous plaît, le visage que le Real Madrid présente aujourd'hui, déjà collectivement, une équipe qui ne se retrouve pas individuellement pris, il y a des joueurs qui ne sont pas en confiance dans cette équipe face à l'Atalanta. Ne me dites pas que ça je pense que sur le moment, historiquement, tout de suite, on sait déjà ce qui va se passer. On sait très bien. Donc sur le moment, si on comprend Roméo, sur le moment, c'est l'Atalanta qui est favori. Pour moi, l'Atalanta pas largement favori dans ce jeu. Oui, on sait que le Real traverse des moments difficiles actuellement avec, on va dire, une infirmerie importante, mais naturellement, le Real reste favori sur un tel match. Voilà, donc l'Atalanta est en forme. Même face à Liverpool, le Real est favori, naturellement. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'ils vont pouvoir produire sur ce match. Tout peut arriver. Si on veut parler de réalité actuelle, on peut dire que même favori devant le Real, mais le Real, ça reste quand même peu. C'est son jardin surtout. Oui, peu importe le résultat que fait l'Atlanta, le Real reste quand même favori devant l'Atlanta. En Super Coupe d'Europe. Bien sûr. Mais le Real a gagné. Ce n'est plus le même Real de Madrid. Oui, certes, a souffert, mais l'Atalanta était beaucoup plus haut niveau quand il jouait. Écoute, face au Borussia Dortmund, en finale de Ligue des Champions, quand tu vois tu sens que c'est un Real Madrid qui ne va pas se laisser faire. Oui, le Dortmund aura son moment, aura son temps fort, mais ça va passer, c'est juste le vent. Aujourd'hui, tu commences, tel que les équipes commencent les matchs avec le Real Madrid, c'est de la même façon que les équipes terminent. Ça suppose que le Real défensivement, vous prenez ça aujourd'hui, à part ce jeune Asensio. D'accord. Alors, oui, Paris Saint-Germain joue également son va-tout sur ce match face à Salzbourg. Oui, mais on connaît le 4 points après 5 journées. 4 points après 5 journées. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est familier. Mais sur cette rencontre, on dira que le Paris Saint-Germain aussi est favori. Ou bien c'est Strasbourg. Mais on sait très bien. Naturellement, c'est le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain. On sait ce que vit le Paris Saint-Germain dans cette compétition. Culturellement, c'est ça. Mais les rencontres du Paris Saint-Germain, on sait que l'inefficacité pèse toujours sur cette équipe. Que ce soit, c'est vrai qu'en Ligue 1, oui, ça peut passer à tout moment, mais en Ligue des Champions, ça paye cash tout de suite. On attend de voir ce que Luis Enrique va nous concocter dans cette rencontre-là. Bayer-Inter, c'est l'autre match intéressant, Franck Nouniamant. Oui, Bayer-Inter, oui, on va pouvoir avoir du jeu. Oui, on sait que oui, le Bayer n'est plus autant mieux en championnat. Mais ça reste un club discipliné sur le plan organisationnel, sur le plan football. Là, je suis tenté de dire que l'Inter a plus d'expérience, a plus de vécu, mais elle pourrait faire la différence. Brest, PSV Eindhoven, Brest c'est fort, oui, Brest c'est fort, on peut parler de favoris, je ne sais pas, devant le PSV, même si le PSV... vu leur parcours, ils peuvent être favoris. Oui, c'est le seul, en tout cas, revers qu'ils ont commis pour l'instant, c'est grâce au Barça. Donc c'est un club qui, avant le Barça, était invaincu de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Et donc voilà, mais le Barça a déjà brisé ce sort. Ça reste quand même une équipe qui aborde ses matchs sans pression.
et qui s'adapte à ce que va proposer l'adversaire, qui profite également des erreurs, des temps faibles que vont avoir en tout cas l'adversaire pour marquer et à l'arrivée se sauver. Brest, déjà, je pense que au pire des cas, ils seront barragistes. Donc, bon, pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont encore grand-chose à jouer. Là. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Liverpool, beaucoup plus frais. Vicente joue sur la pelouse de Gérone. Oui, le meilleur club en Europe. 5 sur 5. Oui, je pense que Liverpool n'a plus rien à prouver. Mais ils sont déjà qualifiés. Surtout que Girona n'arrive plus à marquer. On a vu face au Real le week-end. Mais Liverpool est déjà qualifié. Oui, 5 points sur 5. 5 victoires sur 15. Voilà. Je pense officiellement. Oui, normalement. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un match, à mon avis, des équipes. Ils vont tourner. Peut-être. Mais est-ce qu'il y a... Peut-être sceller officiellement la qualif. Oui, effectivement. Je pense que il reste encore 3 matchs. Donc il n'est pas encore officiellement. Voilà. En tout cas, autant mettre le paquet. Et puis, Liverpool n'a pas joué ce week-end. Ils étaient au repos, ils seront frais avec Mohamed Salah qui sera toujours là pour marquer des buts. Bon, je pense on a même comme l'impression que c'est le seul grand club dont cette nouvelle formule bénéficie justement parce que les autres sont en dedans. City qui va jouer sur la pelouse de la Juventus, même le Bayern qui joue contre voilà. Et puis Dortmund qui reçoit le FC Barcelone. C'est aussi un match intéressant, Roméo. Oui, très intéressant. Ça va se jouer à ce niveau aussi. C'est qui le favori? Non, tu peux vouloir en faire une histoire. Oui, mais moi je sais qu'après tout les supporters vont encore le dire. Ce n'est pas un Real Madrid d'il y a 2 ans, 3 ans qu'on va voir dans ce match-là. Mais quand on parle de Dortmund et du FC Barcelone, je pense quand même que oui, là, ça va se jouer. Il y aura du jeu avec Rafinha en feu, Lewandowski qui va répondre naturellement présent avec la jeunesse dans ce milieu de terrain et l'ami Yamal qui revient quand même de sa blessure. Ça va peut-être le faire pour le FC Barcelone. Il y a des clubs qui font pire que Bochum en Bundesliga. Ça fait Leipzig, Slovan, Bratislava et puis Young Boys. Ça fait 0 pointé. Après 5. C'est le moment peut-être de marquer des points. Oui, c'est le moment. Il faut profiter peut-être pour... c'est leur destin. Ouais, parce que là, ça ne semble pas bien, ça ne ressemble pas surtout à certains de ces clubs-là. Donc peut-être l'occasion de sonner la révolte, pourquoi pas. On a une dette envers les auditeurs. On va se rattraper dans le numéro prochain. Merci à vous, Roméo. Merci, Latif. Merci, Franck. Merci, Vicente. Plaisir. Merci, Nayo et l'homme. Merci et joyeux anniversaire à Gloria Chou. Tout le meilleur du monde. Gloria Chou. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci également à Delanova Tipoun. Merci à Théo Ajavon qui a assuré la mise à notre. Merci à Elom Devant pour la vidéo. Je suis Latif Yoruba. Merci à toutes et à tous. Au prochain numéro.